Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 27 décembre. Le taux d'incidence a grimpé en flèche ces derniers jours dans le Rhône concernant le Covid-19. Il atteint 894 cas pour 100 000 habitants. La préfecture du Rhône a annoncé avoir pris des mesures visant à éviter les débordements la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire vendredi soir. Le détail dans cette édition. Emmanuel Macron doit tenir un conseil de défense sanitaire consacré au Covid aujourd'hui. Des mesures supplémentaires pourraient donc être annoncées. La ligne bleue, c'est le dispositif mis en place à la station de métro Brotteaux. Objectif, faciliter les trajets des personnes souffrant de handicaps mentaux. Reportage complet dans ce quart d'heure lyonnais. La métropole met en place sa collecte de sapins de Noël. Objectif, les recycler. 195 points de collecte dispersés sur la métropole à partir du 5 janvier. Les vœux de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Le président de l'OL a notamment annoncé un certain nombre de changements, sans plus de précision. Et puis rugby en top 14, le Loup joue ce soir à La Rochelle. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une intensification de la circulation du variant Omicron, dont la plus grande transmissibilité est maintenant démontrée, invite à la plus grande vigilance, notamment dans le contexte des rassemblements festifs de fin d'année. C'est en tout cas le message d'alerte de Santé publique France dans son dernier bulletin hebdomadaire. Dans le département du Rhône, le taux d'incidence a grimpé en flèche ces derniers jours. Il atteint 894 cas pour 100 000 habitants contre 722 une semaine plus tôt. Le jour de Noël, 37 nouveaux patients malades du Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux du Rhône, dont 13 en soins critiques. 549 patients Covid+, étaient hospitalisés ce week-end. Parmi eux, 165 étaient pris en charge par les services de réanimation. La semaine précédente, Noël, 30 personnes sont mortes du Covid dans les hôpitaux du département. Au total, depuis le 1er mars 2020, 3512 décès dus au Covid ont été recensés à l'hôpital dans le Rhône. Un important cluster après une soirée électro à la salle des fêtes de Saint-Marcel-l'Éclairé. Il y aurait au moins une quarantaine de cas. La soirée a eu lieu le samedi 18 décembre. L'affluence aurait été nettement plus importante que ce qui était annoncé lors de la réservation de la salle. Lorsqu'un cluster est détecté, les mesures prises sont toujours les mêmes. Les personnes doivent réaliser un test, s'isoler dans l'attente des résultats et si c'est positif, elles doivent rester isolées 10 jours. La préfecture du Rhône a annoncé vendredi avoir pris des mesures visant à éviter les débordements la nuit de la Saint-Sylvestre. Ainsi, à partir de vendredi 17h et jusqu'à samedi 1er janvier midi, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sera interdite. Pas de vente d'alcool à emporter jusqu'à 6h le samedi 1er janvier. Vente, détention et usage de feux d'artifice interdits sur la voie publique. Fusées et pétards également interdits. Seront également bannis la vente, la détention ou le transport de carburant en récipient portable. Par ailleurs, en raison de la forte circulation épidémique, le préfet appelle à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun et rappelle l'importance du respect des gestes barrières qui demeurent essentiels, même pour les personnes vaccinées. Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements sur la voie publique. Par ailleurs, les discothèques ont interdiction d'accueillir du public jusqu'au 6 janvier inclus. Cette interdiction s'applique également aux activités de danse dans les établissements recevant du public tels que les restaurants, les bars où le pass sanitaire est toujours exigé. De nouvelles mesures sanitaires seront prises en ce début de semaine. Emmanuel Macron doit tenir en effet un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 ce lundi. Lyon demain ? Écoutez ma différence. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi le nom de la station de métro Brotteaux était de couleur bleue? Les autres stations sont affichées plutôt en blanc. Cette station a été en fait complètement réétudiée pour faciliter les trajets des personnes souffrant de handicaps mentaux. Une nouvelle signalétique que nous présente le designer Guillaume Bourdon. Sur les quais, on trouve des marquages au sol pour où est-ce que je dois m'arrêter. En fait, tout a été imaginé pour les rassurer tout au long de leur trajet, Donc, où est-ce que je me pose quand j'arrive sur le quai avec le transport, que le train arrive, des espaces de sérénité pour m'isoler un tout petit peu. Et à l'étage, on a la notice où on présente l'ensemble des informations qui sont exploitées, notamment les pictogrammes, les couleurs, les informations, l'utilisation des flèches, qui n'est pas toujours très simple à comprendre, les références des sorties sur les plans. Guillaume Bourdon a travaillé avec Keolis à la mise en place du dispositif, la ligne bleue, mais en s'inspirant également du ressenti des personnes handicapées. Charles a 20 ans, il est autiste Asperger et il
a largement participé à la mise en œuvre du dispositif. Il y a beaucoup de bruit, ça grouille de personnes. Moi, j'ai peur du monde, j'ai peur de la foule. Donc, je fuis les foules au maximum. Une ou deux fois, les portes en sortant, je me les suis prises. Ils se sont refermées sur moi, donc c'est assez impressionnant. Elles se ferment. Elles s'ouvrent vite, mais elles se ferment aussi vite. Donc, voilà. Et là, ça apporte vraiment quelque chose, ces petits équipements qui ont été déjà mis en place au Breton. Ouais, et puis là, grâce à une application qu'on a faite avec Peps, ce qui me permet si je sais maintenant où me placer. J'ai moins de risque de me prendre la porte ou voilà. Par exemple, quand je rentre dans le métro, j'utilise ma carte et je suis les instructions. Ce qui me permet d'être sûr de ne pas louper une étape. Des marquages au sol définissent le sens de la montée et de la descente dans les escaliers. Les sorties sont numérotées, un espace sérénité permet de se reposer en cas d'affluence. Des sièges de couleur bleue sont réservés sur les quais et un panneau signalétique donne en quelque sorte le mode d'emploi de la station. La ligne bleue est une première en France, mais l'objectif est bien de l'étendre à d'autres stations, voire d'autres villes. Claire Compagnon est la déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Ce que vous avez vu là, c'est une expérience de mise en accessibilité d'une ligne de métro et on voit bien, et c'est ce que nous disent tous les interlocuteurs, c'est à quel point c'est utile pour les personnes autistes, mais bien pour d'autres personnes, les lumières, l'aspect apaisant, les sièges, la signalétique. Voilà, donc évidemment l'intérêt et l'importance, c'est de pouvoir généraliser et modéliser ce type de dispositif vers d'autres opérateurs de transport. Il y a d'autres dispositifs d'accessibilité, notamment pour d'autres types de handicaps, pour les personnes sourdes par exemple, pour les personnes malentendantes, pour les personnes déficientes visuelles. Ça existe dans les rues, dans plein de communes. Voilà, un dispositif d'accessibilité dans le métro pour des personnes autistes, c'est la première fois. Nous avons voulu en savoir plus sur cette initiative inclusive et nous avons rencontré Jean Maty du groupement lyonnais Les Traducteurs, un des porteurs du projet. La ligne bleue, c'est un projet qui mobilise des personnes autistes pour améliorer la sécurité et le confort dans nos déplacements, surtout concernant le métro, dans le métro. Il faut imaginer que ces personnes-là sont hypersensibles principalement, il n'y a pas que ça, mais quand même. Et du coup, une hypersensibilité sensorielle mène à ce que à peu près tout soit toujours très désagréable en fait. Il faut s'imaginer que tout est insupportable à vivre et que déjà nous, les neurotypiques que nous sommes, c'est déjà relativement insupportable le transport quand il y a beaucoup de monde, en dépit des efforts des opérateurs. Et bien là, il faut imaginer que c'est juste insupportable. Voilà. Les transports en particulier, donc un milieu hostile pour eux. Exactement, parce qu'en fait, le bruit est insupportable. Vous avez des perturbations de toucher aussi, c'est-à-dire concrètement, il y a des zones, on fait plus attention à ça, mais il y a des zones où nos pieds touchent plus les mêmes aspérités, plus les mêmes surfaces en fait, type de surface. Et pour un hypersensible, c'est déjà un problème. Vous avez une hypersensibilité à la lumière aussi, c'est-à-dire vous savez comment c'est dans le métro, vous avez des panneaux d'affichage, vous regardez, votre œil est attiré par une lumière éclatante et vous vous rendez compte que ce n'est pas un panneau signalétique, mais que c'est une pub, par exemple. Donc il s'agissait d'être malin et de sans compromettre les nécessités qui sont liées, par exemple à la pub, dans mon dernier exemple, il fallait quand même faire du bien à nos autistes et pour le plus grand nombre d'ailleurs que nous sommes. Quel accueil vous avez eu de la part de l'autorité des transports ? On a eu de la chance, ils ont tout de suite dit oui, en particulier le Citral et Keolis, mais aussi Gare et Connexion SNCF, parce qu'on a fait un bout de chemin avec Gare et Connexion, puisqu'il y a une partie de Perrache qui est aménagée aussi, avec le même espace care, avec de la signalétique aussi. Et ils nous ont tout de suite dit oui, non seulement parce qu'on avait très sincèrement des dirigeants qui y croyaient, c'est-à-dire que c'était des valeurs personnelles avec lesquelles ça rentrait en résonance, mais aussi par opportunité, parce qu'au fond, ça n'avait pas été déjà fait. Donc eux, ils trouvaient ça très inventif, très innovant, donc ils ont voulu foncer. Et puis parce qu'au fond, dernière raison, le projet a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'on veut faire appel à des fragilités, mais pour que ça concerne le plus grand nombre de personnes possible. Et donc ça concerne nos opérateurs, ça intéresse nos opérateurs, plus on touche de monde, plus ils sont heureux et ils ont raison. On parle beaucoup de la cécité, des non-voyants. Il y a beaucoup de choses qui est fait pour eux. On a l'impression un petit peu que l'autisme est un petit peu l'oublié du handicap. Oui, c'est pas faux. L'autisme a été pendant de longues années un peu le parent pauvre du handicap. J'ai beau être très fan personnellement de la psychanalyse, il faut bien avouer qu'il y a des courants psychanalytiques qui ont fait une mésinterprétation psychanalytique du problème de l'autisme. Pendant des années, concrètement, on a dit à des parents et à des mamans qu'elles étaient trop frigides, qu'elles étaient trop glaciales et que c'était en raison de leur comportement que leurs enfants se mettaient dans une bulle
Autisme, auto, en grec, ça veut dire soi. Ce repli sur soi, si vous voulez, était interprété comme un mauvais amour, un désamour des parents et en particulier des mères. Et ce mauvais usage de la psychanalyse a fait des ravages, vous l'imaginez, puisqu'il y a des mères qui se sont dit, mais moi je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, etc., etc., etc. Et on s'est rendu compte, grâce à la science et au développement de la science, qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout d'abord le problème d'être aimé ou pas, c'est d'abord un problème de neurodéveloppement. C'est d'abord et avant tout un problème de neurodéveloppement, un trouble du neurodéveloppement. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Et donc, partant des choses comme ça, c'est à la fois la mésinterprétation de l'autisme, mais à la fois une bonne interprétation scientifique du problème lié à l'autisme qui fait qu'on s'intéresse enfin à la juste place et à la juste mesure au problème de l'autisme. Aujourd'hui, les choses changent, les mœurs évoluent et on prend plus en compte ce handicap. Oui, clairement. Non seulement on le prend de plus en plus en compte parce qu'on a une délégation interministérielle qui a été vraiment créée pour ça. C'est quand même une volonté politique que de montrer qu'il y a une délégation qui est chargée de s'occuper d'abord de ce handicap. Ce n'est pas la question de privilégier un handicap, mais au fond, c'est la question de savoir que cette fragilité de l'hypersensibilité et ou de l'hyposensibilité, parce qu'il y a aussi des personnes autistes hyposensibles, en fait, c'est un handicap qui va nous river à nos démons les plus universels, puisque ce problème d'hypersensibilité revient à dire qu'au fond, on a toutes et tous des fragilités de fond et que ce serait beau, que ce serait bien qu'une société prenne en compte d'abord nos fragilités et que par la fragilité de quelques-uns, on se rende compte qu'on est tous vulnérables en fait. On a beau faire les beaux, on a beau faire les surhommes, les entrepreneurs de nous-mêmes, etc. Ce genre de discours, en fait, on est d'abord des êtres vulnérables. Et l'autisme nous rive et nous connecte à cette sensibilité, cette sensorialité au monde qui nous rive nous-mêmes, nous les neurotypiques que nous sommes, à notre vulnérabilité. Voilà, c'est ça le lien. Et ce qui est fait aujourd'hui, par exemple dans cette station de métro ici au Brotteau, sert évidemment au-delà du simple public autiste. Tout un chacun en bénéficie aussi. C'est exactement ça. Dans les sièges, par exemple, je pense aux espaces de détente, aux espaces sérénité, ça s'appelle. Nous avons bleuté des sièges avec un logo qui dit que c'est un espace sérénité. En fait, ces sièges, on se rend compte avec les caméras de surveillance qui sont placées, et puis nos simples observations du reste, qu'en fait, ce sont les femmes enceintes qui s'y mettent, que ce sont les personnes âgées, que ce sont des gens, des fois, avec sans doute des handicaps invisibles, puisque rien n'est visible au premier abord, et puis quand on les interviewe, on dit « Ah bah oui, moi j'ai ceci, j'ai cela ». Au fond, comme on est tous vulnérables, effectivement, on a fait des installations qui puissent contenter, qui puissent convenir au plus grand nombre de personnes. Jean Maty du groupement lyonnais Les Traducteurs. En France, d'après la Haute Autorité de Santé, on estime à 700 000 le nombre de personnes autistes. La métropole de Lyon met en place 195 points de collecte de sapins de Noël afin de les recycler sur l'ensemble du territoire. L'opération va se dérouler du 5 au 19 janvier. 67 communes du territoire sont concernées. Chacun pourra ainsi jeter son conifère à condition qu'il soit vierge de toute décoration. Ce dispositif vise à lutter contre les dépôts sauvages, à valoriser les sapins collectés dans les différents centres de compostage métropolitains, mais aussi à éviter un surcoût de traitement à la collectivité. La collecte et le traitement d'un dépôt sauvage coûtent 10 fois plus cher à la collectivité qu'un dépôt en déchetterie. L'an passé, 312 tonnes de sapins ont été récupérées et recyclées. Il est également possible d'apporter son conifère à la déchetterie directement. La liste des 195 points de collecte est disponible sur le site de la métropole. Dévoilé ce dimanche, le classement des personnalités préférées des Français comporte 3 Lyonnais. Florence Foresti, l'humoriste née à Vénissieux, est la 3e femme préférée dans l'Hexagone. La comédienne brondillante Mimi Mati est en 7e position. Stéphane Bern est le 3e et dernier Lyonnais du classement, en 22e position des hommes préférés des Français. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a présenté ses vœux sur les réseaux sociaux. Il a notamment annoncé un certain nombre de changements au sein du club lyonnais. Des changements pour trouver les ressources nécessaires et revenir au premier plan du championnat, sans plus de précision. L'Olympique lyonnais est 13e de Ligue 1 à mi-parcours. Dans ses vœux, Jean-Michel Aulas évoque aussi les soucis rencontrés en tribune. 2 rencontres de l'Olympique lyonnais ont été interrompues avant la fin, OL-OM et Paris FC-OL en coupe. Jean-Michel Aulas a affirmé que des sanctions seraient prises sans détailler lesquelles là non plus. En rugby, en top 14, le Loup joue ce soir à La Rochelle. Le jeune deuxième ligne anglais, Joël Pocu, arrivé des Saracens il y a 15 jours, va connaître son baptême du feu ce soir à La Rochelle. Michael Guillard, blessé lors de la pré-saison, sera titularisé pour la première fois en 3e ligne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.